D'abord, juste quelques mots d'ouverture pour notre session, pour vous dire, chacun le sait bien, que nous sommes dans un temps particulièrement difficile pour notre pays, avec une inflation qui demeure à un niveau élevé, des coûts de l'énergie, des prix de l'alimentation qui impactent directement les familles, notamment les plus modestes. Et face à cette situation, évidemment, nous sommes le niveau de collectivité, la collectivité la plus exposée. Nos charges, notamment sociales, explosent et nous devons en même temps faire face à une chute brutale de nos DMTO. Ce n'est pas propre à la Côte d'Or, vous le savez. Tous les départements font face à une chute vertigineuse des droits de mutation à titre onéreux. En Côte d'Or, nous avons perdu 25 millions d'euros en 2023, 25 millions de ressources. Et cette baisse va se poursuivre en 2024, je le pense, avec un marché de l'immobilier qui reste en berne. Et donc, je crains qu'il ne le reste encore plusieurs mois, voire jusqu'à la fin de l'année, assurément, prochaine. On a déjà connu des crises de la ressource. Vous savez qu'en 2008, on avait vécu la crise des subprimes, crise financière. Mais en 2008, on avait pu passer, d'abord, on n'avait pas tout ce contexte inflationniste. Les prix de l'énergie n'étaient pas de même niveau. Et en plus, en 2008, nous avions un levier fiscal, le foncier bâti, que nous n'avons plus aujourd'hui. Je veux dire que la situation est d'autant plus difficile pour les départements et pour le nôtre que les dotations de l'État n'ont pas été indexées sur l'inflation. Donc on est, chute de ressources, flat au niveau des dotations de l'État, donc vous imaginez avec une évolution de la dépense. Nous avons eu souvent non seulement des crises liées à la précarité, à la montée des précarités, un coût lié à la montée des précarités. On a eu des charges aussi imposées par le gouvernement sans concertation et souvent sans compensation. Je pense les augmentations du point d'indice, les hausses du RSA, l'extension du Ségur, des mesures qui sont légitimes mais qui pèsent de manière structurelle sur nos budgets. On nous annonce pour le mois d'avril une prochaine hausse du RSA de 4,6%. Traduction budgétaire pour nous, 2,6 millions d'euros de plus. Vous entendez les chiffres ? 4,6% du hausse du RSA, 2,6 millions d'euros de dépenses en plus annoncées pour le mois d'avril. En 4 ans, mes chers collègues, nous avons eu un niveau de dépenses qui a augmenté de 81 millions d'euros en 4 ans, 80 millions. Donc la situation, j'ose le mot clairement, la situation est préoccupante et on ne pourra pas continuer de demander toujours plus avec des ressources qui sont en chute libre. Une quinzaine de départements est déjà dans l'incapacité de boucler le budget. J'ai alerté dès avril dernier le gouvernement de cette situation intenable. Une première réponse est apportée avec un fonds de sauvegarde. On voit bien que ce n'est pas à la mesure de l'ensemble de la situation des départements qui doit être pris en compte de manière beaucoup plus active par le gouvernement. Et donc, il faut qu'on retrouve évidemment de l'autonomie financière et de l'autonomie fiscale. Pour autant, mes chers collègues, nous devons faire face. Nous devons faire face parce qu'il y a de grandes attentes sur le terrain. Et ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas de nous engager dans une stratégie de repli. Ce n'est pas de nous engager non plus dans un plan d'austérité. Ce que je vous propose au contraire, c'est un budget offensif. D'abord parce que nous devons rester auprès des plus fragiles, auprès de nos enfants qu'il faut continuer de protéger, auprès de nos aînés, auprès des familles en difficulté. Et en même temps, nous devons continuer d'investir pour préparer l'avenir. Et le budget que je vous propose pour 2024 répond à cette double exigence. Je voudrais dire aussi, je le redis à la majorité comme à l'opposition, que ça s'inscrit, ce budget, dans le strict respect des orientations que nous avons débattues longuement il y a de ça quelques semaines, dans le strict respect, parce que je suis attaché à la transparence et donc à ce qu'on puisse avoir un débat dans un contexte compliqué, difficile, un débat apaisé, serein, et où chacun pourra évoquer ses positions. Donc c'est un budget à la fois solidaire, c'est un budget pour continuer d'investir et pour préparer l'avenir de nos enfants. Préparer l'avenir, ça veut dire continuer d'aménager le territoire. C'est un mot qui a disparu souvent du vocabulaire national. Moi, je l'emploie. Continuer d'aménager, de développer le territoire, d'apporter des services attendus par les Côtes-d'Oriens,
aussi bien à la ville qu'à la campagne. Donc ça passe naturellement par une présence territoriale. Je le redis à nos agents, comme je le dis à l'ensemble des collectivités, nous maintiendrons notre présence territoriale, nous nous y sommes engagés et nous tiendrons cet engagement. Et si nous pouvons aujourd'hui encore faire face, c'est parce que nous avons fait des choix courageux ces dernières années, des choix d'abord d'un désendettement volontariste. Je rappelle que nous sommes désendettés de 100 millions d'euros. À un moment, nous avions une croissance des droits de mutation. Et puis, nous avons aussi, évidemment, recherché toutes les voies d'efficience. Et je remercie nos agents qui ont participé pour beaucoup à l'agilité de notre département et à la recherche de l'efficience. Monsieur le directeur général des services, et vous tous, mesdames, messieurs, les directeurs généraux adjoints, les cadres, les agents qui êtes le visage de la Côte d'Or. Alors cette année, notre budget, évidemment consacré aux solidarités humaines, va atteindre un montant inédit, lié au contexte, 355 millions d'euros. Ça représente 62% de nos dépenses. Nous consacrerons en 2024 70,7 millions d'euros pour protéger nos enfants et leurs familles, 10 millions de plus qu'en 2023. Nous allons consacrer 96,3 millions d'euros pour accompagner les personnes âgées pour le bien vieillir, mais le bien vieillir là où les personnes âgées le souhaitent, notamment à domicile. Et puis lorsque le temps vient en établissement, nous allons consacrer 3 millions d'euros de plus. Et là, nous allons en prendre plusieurs mesures qui permettront aussi d'accompagner les établissements, on va porter les personnes. Nous allons porter la valeur du point GIR de 7,60 € à 8 €. C'est au-dessus de la moyenne régionale et c'est au-dessus et bien au-dessus de la moyenne nationale. Nos EHPAD, vous le savez tous, sont en très grande difficulté. D'ailleurs, j'ai redit au gouvernement que je ne comprenais absolument pas qu'on annonce des lois sur le bien vieillir sans qu'il y ait 1 € de plus pour les départements de France. On a réussi à accrocher 150 millions d'euros quand l'État lui-même, grâce à l'augmentation de la CSG, a récupéré 2,5 milliards d'euros de plus. Enfin, franchement, je crois que là, nous avons à poursuivre vraiment un débat vigoureux avec l'État qui ne peut pas s'exonérer de ses responsabilités. Et donc, je vous proposerai, pour notre part, de réévaluer les tarifs d'hébergement, notamment pour les établissements habilités à l'aide sociale, de les augmenter, ces barèmes, de les réévaluer de 6%, et dans le secteur privé associatif, de 4%. Donc voilà, 96,3 millions, donc vous voyez, pas loin de 100 millions pour les personnes âgées. Et puis nous allons consacrer aussi un effort particulier pour l'insertion et le RSA. Évidemment, l'insertion, c'est pour aider les personnes à se sortir du RSA. Et donc de reprendre pied sur le marché de l'emploi, ou en tout cas, y compris pour ceux qui sont les plus éloignés. 73 millions, c'est 4,5 millions de plus qu'en 2023, 4,5 millions. On va continuer à travailler sur l'individualisation de la réponse. C'est un sujet, vous savez, auquel je suis personnellement très attaché, parce qu'évidemment, chaque destin, chaque personne a une vie, a une expérience, a eu des épreuves, et donc c'est autour de la personne qu'on apportera une réponse dans une logique à terme de retour à l'emploi et dans le respect, bien évidemment, du juste droit, c'est-à-dire des droits et des devoirs pour la personne, ce qu'a confirmé d'ailleurs la loi de plein emploi sur l'expérimentation France Travail. Nous allons continuer cette expérimentation France Travail. D'ailleurs, on aura l'occasion à chaque étape de vous dire les conditions dans lesquelles nous avançons. Et je trouve qu'il y a des beaux parcours de reprise vers l'emploi, en tout cas, et qui ont été des témoignages vraiment que quand on est au plus près de la personne, on arrive à l'accompagner, à lui tendre une main ferme pour lui permettre de s'en sortir. Donc on continuera le cumul RSA-salaire pour que quand on recommence à travailler, on n'y perde pas et on ne soit pas mis dans une situation d'insécurité, et notamment dans les métiers en tension, puisque vous le savez, la situation est paradoxale, nous avons encore beaucoup de demandeurs d'emploi et parallèlement des métiers qui sont en tension et des emplois non pourvus. Concernant la prise en charge du handicap, je voudrais aussi vous dire que c'est une dépense qui a beaucoup augmenté. Ça veut dire que les actions que nous avons faites en direction du handicap et du monde du handicap ont été utiles, puisque maintenant, on va pratiquement consacrer autant pour le monde du handicap que pour le monde du vieillissement.
du bien vieillir. On va y consacrer 93 millions d'euros l'an prochain, presque autant, je vous le redis, que pour les personnes âgées. C'est nouveau. Et donc, pour permettre à toutes ces personnes qui vivent leurs différences de pouvoir le vivre de manière la plus inclusive possible dans nos sociétés. Donc là aussi, c'est 8 millions d'euros de plus qu'en 2023. Dans le contexte aussi, vous le savez, d'augmentation des prix alimentaires, j'ai souhaité qu'une enveloppe exceptionnelle portée à 300 000 euros soit proposée au vote à destination des associations d'aide alimentaire. Vous savez qu'elles ont des difficultés d'approvisionnement. Je ne souhaite pas que des personnes se voient privées d'une assistance alimentaire dans le département au motif que les associations n'auraient pas les moyens de les accompagner. Donc, je les réunis d'ailleurs avec Emmanuel Coin très prochainement, Monsieur le directeur général des services, pour faire le point sur leurs besoins. Mais d'ores et déjà, 300 000 euros que nous avons consacrés, c'est 50% de plus pratiquement que le budget primitif de l'an dernier. Je vous proposerai aussi de poursuivre jusqu'au mois de juin. On verra ensuite en juin la situation économique de notre pays. On a des prix des carburants qui sont très volatiles, mais qui restent encore à un niveau très élevé. Et je vous propose que nous poursuivions nos aides aux travailleurs modestes pour le maintien dans l'emploi, qu'on les prolonge jusqu'à fin juin, au-delà si nécessaire. Je voudrais simplement vous rappeler que depuis la mise en œuvre de ce dispositif, à l'été 2022, nous avons versé 2600 aides pour un montant global de 570 000 euros. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des gens qu'il faut accompagner et qui ne peuvent pas faire face aux dépenses de carburant pour aller travailler. Comme vous le voyez, avec ce budget, nous serons au rendez-vous des solidarités envers les Côtes d'Orient. Vous savez que nous y sommes tous, je sais que nous y sommes tous très attachés. Pour autant, j'ai eu l'occasion de le rappeler au président de la République récemment, qui disait les départements, c'est la collectivité du social. Oui, nous sommes la collectivité des solidarités, mais nous ne sommes pas que la collectivité des solidarités. Nous sommes aussi la collectivité de l'aménagement, du développement équilibré du territoire. Je le dis et je l'ai indiqué aux maires de France, à l'Association des maires de France et aux maires que j'ai rencontrés aux côtés de Guillaume Ruet à l'occasion de l'Assemblée générale d'Ingénierie Côte d'Or. Nous resterons résolument aux côtés des communes et des intercommunalités pour 2024. J'ai d'ailleurs souhaité qu'on vous fasse un premier bilan, qu'on vous présente un premier bilan de notre plan Marshall Côte d'Or après une année d'application. Vous le verrez, si je puis résumer, ça marche. Et ce premier bilan est positif. Pour 2024, je l'ai indiqué au maire de Dijon, je suis prêt à contractualiser avec Dijon comme je m'y suis engagé au lancement du plan Marshall. Donc je vous le dis, je m'en suis entretenu avec le maire de Dijon, donc j'aurai à vous proposer dans le courant de l'année une contractualisation. Je vous propose également l'adhésion du département, là aussi comme j'en avais pris l'engagement, l'adhésion du département au capital de la SPL Dijon-Bourgogne Event, Parc des expositions et des congrès de Dijon. Notre objectif, je le dis très simplement, chère Marie-Claire Bonnet-Vallée, avec notre agence Côte d'Or Attractivité, c'est bien d'accompagner la promotion de la destination Côte d'Or dans 100% du département, y compris naturellement à Dijon. Au total, notre effort d'investissement pour 2024 va dépasser les 130 millions, 103 millions sur le budget principal, c'est 20 millions de plus qu'en 2023. Et puis nous aurons 27 millions d'euros d'investis parallèlement dans la fin du déploiement de la fibre. Ce sont des crédits de report et des crédits que nous allons financer puisque nous arrivons au terme du programme de déploiement et de construction de la fibre dans le département. On est même d'ailleurs, Hubert Poulot aura l'occasion de le rappeler puisque je proposerai un rapport que j'ai tenu à vous mettre sur la table pour faire le point au dernier jour de notre déploiement. Alain Lamy aussi a suivi ce dossier. Je les en remercie, comme je remercie tous nos services. Donc on a construit 80 000 prises et même au-delà, parce que c'est un réseau vivant. D'ailleurs, il y aura des demandes supplémentaires et complémentaires. On arrive au terme de notre déploiement. C'est un pilotage que je qualifierais d'exemplaire, Monsieur le Directeur Général. Vraiment, je vous charge à nouveau, Monsieur le Directeur Général adjoint, de remercier nos équipes. Elles ont été sur le pont. Nous n'avons pas été ménagés par la crise successive, crise des Gilets jaunes, la crise de la Covid,
qui a mis en stand-by un certain nombre d'entreprises. Mais enfin, on a piloté, je crois, on est au rendez-vous. C'est le chantier du siècle. C'est le chantier du siècle que nous avons réussi. Et je suis fier du département, fier de nos équipes, et fier que le département ait pris ce dossier à bras-le-corps. Ça aura coûté, à la fin de l'année, 142 millions d'euros. Vous entendez les chiffres ? 142 millions d'euros, financé par le département à plus de 50%, 52% pour être précis. Et ce sera achevé comme nous étions engagés en avance sur le calendrier fixé par l'État. Je vous le disais, ça ne veut pas dire que c'est fini avec le très haut débit, puisque c'est un réseau vivant. Nous aurons à faire face à des nouvelles demandes de raccordement, avec des changements de destination de biens, et donc on continuera. Et il faut que chacun mesure ce que nous avons accompli pour l'aménagement numérique de nos territoires. Je veux juste, j'avais dit que je saisirais l'ARCEP pour que certains qui pointaient du doigt le fait qu'on aurait pris des retards, etc., je vais vous apporter les données de l'ARCEP. L'ARCEP vient de les publier. 100% du territoire départemental a accès à l'Internet haut débit 8 mégabits par seconde et à la couverture mobile 4G. Et je veux le dire, c'est grâce à nos choix. Toujours selon l'ARCEP, 93% des logements de la Côte d'Or disposaient au 30 octobre 2023 du très haut débit, soit un débit minimal de 30 mégabits. Nous aurons donc réussi ce pari fou. Là où, pour amener l'eau et l'électricité, nos prédécesseurs avaient mis plusieurs dizaines d'années, nous avons réussi ce pari en quelques années. Vraiment, je redis vraiment ma gratitude et mes remerciements à nos agents, à notre équipe dédiée, puisqu'on avait souhaité avoir une équipe en interne qui suive ce dossier-là. Je crois que c'est un choix stratégiquement opportun. Nous aurons une grande direction, d'ailleurs, qui va être installée dès le 1er janvier. Grande direction du numérique et de l'intelligence artificielle, dans lequel il y aura 3 piliers. Un pilier pour le suivi de notre réseau, la création de notre réseau de fibres, d'infrastructures. Une deuxième équipe qui suivra, évidemment, comme la DSI, toutes les données que nous devons avoir et leur suivi pour piloter au plus près dans ces périodes de crise. Puis nous aurons un troisième pilier qui sera le service aux communes, tout le développement de l'intelligence artificielle. Et donc nous allons d'ailleurs bientôt proposer au 1er janvier un bouquet de services aux communes, notamment sur la dématérialisation des marchés. Ce sera la première étape, le stockage aussi, la transmission à la préfecture des documents, la télétransmission. Mais nous voulons aller au-delà et on aura finalement un ON Côte d'Or, comme il y a eu un ON Dijon, et une offre de services complète et pour nous et pour les communes, une offre de services complète sur tout ce que peut apporter l'intelligence artificielle. On va continuer aussi d'investir, cher Hubert Poulot, sur nos routes. On va avoir un investissement important, on y reviendra, pour entretenir, sécuriser nos routes et développer les mobilités douces. On va mettre un effort particulier sur le parcours du Tour de France en juillet prochain, puisqu'on va y mettre 1,5 million d'euros. Il ne s'agit pas simplement des réfections de chaussée, c'est de lever tous les obstacles qui pourraient présenter un risque pour passage de peloton. Donc on aura la chance d'accueillir de grands événements planétaires, Tour de France, Jeux Olympiques, Passage de la Flamme. C'est une formidable opportunité pour donner à voir aux spectateurs du monde entier la beauté, la richesse de nos paysages et de notre patrimoine. 2024, eh bien, ce sera la poursuite de notre grand rendez-vous avec les transitions énergétiques, climatiques, alimentaires. On va amplifier notre stratégie d'adaptation et de lutte contre le changement climatique. Je vais vous proposer aujourd'hui même la création de la société Côte d'Or Solaire avec la SEM Côte d'Or Énergie et la Banque des Territoires. Le premier objectif, c'est d'équiper de panneaux photovoltaïques nos bâtiments et collèges, mais j'insiste bien sur ce point, c'est aussi d'accompagner les communes dans leur transition énergétique et on pourra les accompagner évidemment sur ces sujets-là. L'énergie solaire, elle présente un avantage, c'est qu'elle est gratuite. En plus, il fait de plus en plus chaud pendant les périodes estivales ou printanières, automnales. Elle est inépuisable et puis elle est respectueuse de nos paysages. Et ça, vous savez combien j'y suis sensible également, et pas que moi. Je vois Denis Thomas qui hoche la tête.
Au total, nous allons investir 32,5 millions d'euros pour poursuivre nos efforts de sobriété et de transition énergétique. On a lancé un marché global de sobriété, de performance énergétique qui a été généralisé cette année à l'ensemble des collèges. Chère Catherine Huy, nous avons réalisé une économie d'énergie sur les 23 premiers collèges de 20% en 5 ans, donc qui va être généralisée. On a aussi travaillé sur la gestion optimisée des consommations d'eau, notamment dans nos collèges, mais on va développer cela sur l'ensemble de nos bâtiments. Dans nos collèges publics, on devrait faire une économie estimée à 20 000 mètres cubes d'eau par an. Puis on va poursuivre la désimperméabilisation des sols, la végétalisation de nos cours et de nos espaces, notamment dans nos collèges, avec une enveloppe de 4 millions d'euros pour le plan 1000 arbres. Bien sûr, nous allons continuer en matière d'alimentation, cher Marc Fro, à expérimenter les solutions de logistique dans le cadre de notre plan alimentaire territorial. On restera aux côtés de nos agriculteurs et de nos producteurs locaux, notamment dans le processus d'engagement dans la haute valeur environnementale. Face au changement climatique, il nous faudra aussi nous adapter en matière de sécurité civile, cher Hubert Poulot. Je salue les excellentes relations avec les services de l'État et le préfet qui va arrêter le schéma d'analyse et de couverture des risques pour lequel nous avons rendu un avis favorable il y a 3 semaines. Là aussi, nous avons pris des engagements très forts dans le contexte que nous traversons. Je veux remercier d'ailleurs tous les administrateurs du SDIS. Je m'en suis entretenu aussi avec, bien sûr, le président du groupe des groupes Côte d'Or Terre d'Avenir. Voilà. Toujours du mal un peu avec Côte d'Or Terre d'Avenir. Mais enfin, bon, avec le groupe, avec le leader du groupe, je crois que nous sommes dans une autre communauté de vues sur le fait que nous devrons continuer de soutenir le SDIS, mais on le fera aussi dans un contexte de crise qui nécessitera pour chacun de s'engager dans une relation de responsabilité pour assurer la sécurité civile et puis se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire d'assurer la sécurité des biens et des personnes. J'ai souhaité également, on va y consacrer 23 millions d'euros. C'est pratiquement, là encore, 1,5 million d'euros de plus d'une année sur l'autre. Donc on était à 18 millions il y a 3-4 ans. Donc il faut mesurer aussi les efforts que nous avons faits. Donc je le dis encore clairement, nous avons voté une enveloppe de 5 millions d'euros supplémentaires. Nous allons la voter, 5 millions d'euros supplémentaires. Je l'ai dit, sur les 5 ans, on l'a annualisé pour pas qu'elle pèse sur le budget exagérément du département. Mais en tout cas, on suivra les dossiers au fur et à mesure. C'est une accélération du plan. C'est une accélération, je le répète, et l'orientation du conseil départemental est claire pour tout le monde, c'est une accélération du processus de construction et de consolidation de notre réseau de casernes territoriales et de centres routiers, de centres de secours. Je souhaite d'ailleurs qu'on regarde prioritairement les engagements qui ont été pris et qu'ensuite on accélère notamment sur des secteurs qui nécessitent des interventions. Je voudrais revenir sur le témoignage d'ailleurs de deux chefs de centres de secours qui ont laissé entendre qu'il y avait beaucoup de travaux encore à faire. Oui, mais je voudrais redire qu'il y a aussi beaucoup de choses entreprises et de faites. On a construit des casernes, on a consolidé. Et donc, effectivement, il faut accélérer ce processus, mais on ne part pas de rien. Donc, je veux le redire. Je rappelle aussi que nous avons consacré 5 millions d'euros l'année dernière ou l'année d'avant pour l'achat de camions de feux de forêt pour faire face. Là aussi, je souhaite que ce soit territorialisé, leur présence soit bien territorialisée et qu'on les prépositionne là où il y a le maximum de risques. Il s'agit de faire en sorte que les moyens soient alloués et qu'on les prédispose là où il y a des risques et pas simplement pour d'autres considérants que je n'ignore pas. Enfin, j'ai tenu à assurer, ça a fait l'objet d'un débat entre nous, je crois qu'on a levé les difficultés, j'ai tenu à assurer nos pompiers que nous ne ferons pas moins que l'inflation. Dans le contexte actuel, c'est un engagement fort. D'ailleurs, je l'ai dit de cette manière-là dans le débat d'orientation budgétaire, Monsieur le Président Poulot, clairement. On ne fera pas moins. Bon. D'ailleurs, ce que j'observe, j'ai reçu des courriers comme président des départements de France qui nous disent, notamment émanant de syndicats de pompiers, qui nous disent, je vous en supplie, ne faites pas moins que l'inflation. Bon.
Nous sommes dans une épure, donc, de ce que nous demande notamment un syndicat de pompiers au plan national. Et je remercie à nouveau l'ensemble de nos pompiers. Vous avez vu, on est face à des événements climatiques inédits, encore à Saintes, des inondations. Certains de nos compatriotes vont vivre des Noëls dans des conditions particulièrement difficiles et on est face à ces aléas climatiques. Et donc évidemment que nous devons faire face à cette double situation de période de sécheresse, de phénomènes climatiques parfois tempétueux, qu'on a connus encore récemment en Côte d'Or. Et ça nécessitera évidemment de poursuivre notre adaptation, notre sécurité civile. 2024 verra aussi le lancement de la construction de notre campus départemental Osmose à Dijon, qui, je le rappelle, sera exemplaire dans sa conception, d'abord pour la qualité de vie au travail. Vous savez que c'est un sujet extrêmement important. Nos agents sont confrontés à beaucoup de difficultés. Travailler au service des autres les plus précaires, c'est pas toujours facile, il faut bien le dire. C'est une mission exigeante, une mission de service public. Donc je veux vraiment dire que mon premier souci, c'est la qualité de vie au travail. Le deuxième, évidemment, c'est d'avoir des bâtiments qui soient sobres et qu'on puisse avoir dès la conception, qu'on s'inscrive dans cette sobriété énergétique. Il y a aussi la production d'énergie. D'ailleurs, on aura 321 panneaux photovoltaïques en toiture sur ce site. On récupérera évidemment les eaux de pluie. Ce sera véritablement un éco-campus et une gestion active de notre patrimoine immobilier. On adaptera les moyens du département aux grandes transitions, aux mutations qui traversent la société. Donc on va continuer des achats et reventes de bâtiments pour poser en présence territoriale et en travaillant sur cette qualité de vie, donc un environnement qui soit le plus favorable dans un contexte particulièrement complexe. Moi, ce que je souhaite, c'est une organisation, et on est en train d'y travailler. On va finaliser la réorganisation de nos services. Il y a eu un dialogue social nourri, franchement, et je veux remercier notre responsable des ressources humaines et directeur général des services. J'ai souhaité une organisation où chaque agent se sente impliqué, chaque agent se sente écouté, chaque agent se sente valorisé pour assurer des missions exigeantes que nous assumons et pour faire face aux nouveaux défis, pour que tous nos agents soient en mesure d'utiliser tous les outils de l'intelligence artificielle, la numérisation, la maîtrise de la donnée, et ça concerne tous les secteurs. Alors certains, j'ai vu ça encore récemment, parlent de strates de trop. Bon, sous-entendu, il faudrait encore remettre sur le tapis l'idée qu'on aurait trop de strates, trop de collectivités en France. Bon, je m'en suis expliqué avec Éric Woerth, je m'en suis expliqué aussi avec la Première ministre. Bon, j'ai été rassuré, il n'est pas question, dans la réflexion qui est engagée sur l'amélioration de l'action en direction des Français, de revenir sur l'existence des départements. D'ailleurs, la Première ministre l'a redit aux Assises de Strasbourg, nous avons besoin des départements de France. Je m'en réjouis. En tout cas, si les départements sont devenus incontournables, c'est parce que nous avons une agilité, une rapidité d'action, une capacité à nous adapter, à innover, et puis une réactivité pour répondre aux difficultés. Et c'est l'action quotidienne de chacun de nos 2600 agents, dans chaque canton urbain comme rural. C'est cette action-là qui donne tout simplement du sens aux lunes budgétaires. Je veux leur rendre hommage à nos agents, car comme j'aime à le rappeler, ils sont le visage de la Côte d'Or. Et puis ils participent tout simplement de la confiance qui est témoignée au département et qui fait que le département incarne aux yeux de beaucoup de nos compatriotes un maillon qui les protège, même s'ils ne savent pas exactement les missions que nous assumons. Oui, mes chers collègues, l'action du département est moderne, elle est tournée vers l'avenir. Et dans le contexte que nous connaissons, je dirais que cette mission que nous avons et le budget 2024, c'est un budget essentiel pour la solidarité et la cohésion de la Côte d'Or. C'est un budget essentiel pour la solidarité et la cohésion de la nation, tout simplement. Je vous remercie, mes chers collègues,